Bienvenue à ce dernier épisode d'Ensemble à la Cour, un balado de l'organisme juridique Hoche Légal qui a été animé par moi, Camille Lavoie-Rancourt. Ensemble, on a démystifié, une conversation à la fois, étape par étape, le processus devant les tribunaux dans divers domaines de droit, le tout pour mieux vous aider à agir seul dans votre cour. Après avoir écouté le ou les épisodes de notre balado qui se rapportent à votre situation juridique, vous êtes maintenant arrivé à l'étape finale. Vous avez obtenu votre date d'audition devant le tribunal compétent pour votre cause. Mais avant de vous y rendre, nous voulions vous offrir cet ultime épisode contenant certaines informations cruciales à garder en tête avant de se rendre à la cour. Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Maître Samantha Gauthier, avocate et coordonnatrice principale d'Hoche Légal. Ensemble, nous allons vous partager certaines suggestions à garder en tête en prévision de votre date d'audience. Mais avant d'entamer ma discussion avec Samantha, je tenais à vous partager des mises en garde en lien avec ce qui va être échangé au micro. Il est important de savoir que toutes les informations évoquées aujourd'hui ne constituent en aucun cas des avis ou des conseils juridiques. De plus, sachez que toutes les informations qui seront abordées reflètent le droit et la procédure en vigueur au moment de la publication de cet épisode. Pour avoir accès aux liens menant aux diverses ressources qui seront mentionnées au courant de l'épisode ou encore pour en connaître plus sur les services offerts par Hoche Légal, nous vous invitons à aller consulter le site Internet de l'organisme hochelégal.ca, en plus de vous abonner à la page Facebook et au compte Instagram @hochelégal. Bon épisode! Contente d'être avec toi pour cet épisode de conclusion, Sam. Bien, merci de me recevoir à nouveau au micro. Bien, si on est ici aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a écouté nos 8 épisodes, ou un seul, celui qui est pertinent à sa situation, à son conflit, à sa problématique. Puis que là, en prévision du jour J, du jour de l'audience, il y aurait envie de suggestions, de se rassurer, de se sentir moins seul. Puis c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va parler de suggestions pour avant, bien préparer son dossier. On en a parlé un peu dans chaque épisode de manière précise, avec des domaines de droit précis et des intervenants spécialisés. Ouais. Mais il y a quand même des suggestions générales. On va aussi parler d'à quoi ça ressemble une salle d'audience. Qu'est-ce que j'ai le droit d'emmener? Est-ce que j'ai le droit de l'eau? Est-ce que j'ai le droit du Pepsi? Est-ce que j'ai le droit de mâcher de la gomme? Si je suis stressée, bref, toutes ces règles, comment je m'adresse au juge ou à la juge, tellement de petites technicalités qu'on ne pense pas en tant que juriste, mais qui restent des règles propres à la cour. Tout à fait, tout à fait. Fait que si on se lance directement dans le vif du sujet, quand on parle d'audience, nécessairement, on n'attend pas la veille pour se préparer. Non. Puis ça, ce serait ma suggestion numéro 1 que je pourrais donner à tout le monde qui écoute. C'est important de bien se préparer, se rendre à la cour. Faut pas voir ça comme si on allait improviser, comme si, ben oui, cette histoire-là m'est arrivée, je la connais du bout des doigts, j'ai pas besoin de me rafraîchir la mémoire. Au contraire, il faut arriver préparé, il faut connaître vraiment toutes les étapes de l'histoire parce que, ben, quand vous allez vous exprimer à la cour, quand vous allez vous exprimer devant un juge, c'est vraiment une question de crédibilité à la fin de la journée. Tu sais, c'est vraiment essayer de convaincre le juge que notre version, ben c'est la bonne, puis qu'on a raison, puis on veut que le juge nous donne raison. Donc, c'est vraiment une question de crédibilité, je dirais, puis ben ça passe par la préparation. Parce qu'aussi bien qu'on connaît notre histoire, puis qu'on l'a vécue, fait que c'est nécessaire qu'on la connaît, l'idée, c'est de la transmettre d'une manière qui est compréhensible. Tout à fait. Donc, de l'expliquer, de savoir c'est quoi la preuve qu'on va emmener, qu'est-ce qu'on veut emmener par cette preuve-là, puis de se rappeler qu'est-ce qu'on veut pointer au juge dans cette preuve-là. Oui, tout à fait. Puis évidemment, dans les procédures, il y a toujours, dans les audiences et les procès, il y a du droit. C'est inévitable. Donc, de connaître aussi son droit, d'avoir fait ses recherches, d'avoir été aux ateliers, aux cliniques d'Hoche Légal, d'avoir posé des questions et de relire toute sa preuve, savoir où on s'en va. Oui, tout à fait. De connaître l'ordre aussi. Je pense qu'on va pouvoir en parler un peu plus loin, là. Mais de connaître l'ordre dans lequel on va présenter sa preuve. Puis j'ai aussi envie de parler de plaidoirie. Donc, comme si vous avez écouté au moins un épisode du podcast, vous avez compris que durant le déroulement de l'audience,
La plaidoirie, qui est l'étape vraiment à la fin de l'audience, c'est le moment où vous allez vraiment... c'est le moment ultime où vous allez pouvoir convaincre le juge de vous donner raison, Puis vous allez faire un résumé, en fait, de votre preuve. Vous allez faire un résumé de vos arguments. Encore une fois, il ne faut pas improviser. Il ne faut pas se dire « Ah, ben moi, je connais l'histoire, puis j'en ai pas besoin. » Non, il faut savoir quel argument, sur quel point on va vouloir mettre l'emphase. Puis la plaidoirie aussi, ce n'est pas le moment où vous allez pouvoir faire ressortir de la nouvelle preuve. OK? C'est vraiment, vous allez utiliser la preuve que vous avez déjà démontrée à la cour, puis vous allez juste en faire un résumé, puis redire votre preuve, puis dire pourquoi vous avez raison. Si on peut reprendre d'une certaine manière en regardant l'étape des faits, l'étape de la preuve, c'est comme si on venait poser des pièces d'un puzzle. Tout à fait. Chaque pièce, on explique un peu quelle est la pièce, pourquoi on vient la poser, pourquoi elle est pertinente. Ouais. Et la plaidoirie, on explique qu'est-ce que ça donne comme image, le Tout à puzzle. fait. On a mis en lien les faits et le droit. On ne peut pas venir rajouter des pièces. Le puzzle, il est complet. Quand la preuve est close, on ne peut pas rajouter de la preuve. Exactement. La plaidoirie, on vient expliquer. Ouais. Voici, telle personne est venue vous conter, monsieur, madame la juge, que nanana. Voici pourquoi, en lien avec telle règle de droit, je crois que vous devriez conclure telle chose. Ouais. Fait qu'on vient expliquer puis mettre en relation les éléments de droit et les faits qu'on a apportés. On ne peut pas venir dire « Ah, j'ai oublié de vous mentionner » ou « Tel témoin a oublié de vous mentionner que... Ouais. Ouais. Non. C'est fermé, c'est fini. Donc, de préparer sa plaidoirie, de préparer ses témoins, on en a parlé dans tellement d'épisodes aussi, de comment préparer ses témoins, savoir les questions qu'on va poser. La préparation, ça aide au stress parce que c'est ce sur quoi on a le contrôle au final. Exactement. On a le contrôle sur ce que nous, on peut faire sur notre dossier, comment on peut le monter, puis notre niveau de préparation le jour de l'audience. Exactement. Puis la plaidoirie, si on la prépare bien, on n'aura pas d'oubli la journée même. T'sais, on ne pourra pas « Ah, mon Dieu, j'ai oublié cette preuve-là » parce que, étant donné qu'on va tellement être bien préparé, on va le savoir d'avance, c'est quoi qu'on veut dire exactement dans notre plaidoirie. C'est pas un examen oral non plus. On a le droit à des feuilles, Ben oui. on a le droit de s'emmener des documents, de pouvoir lire, même si c'est un exercice qui nous stresse, qui nous amène de l'anxiété de parler en public. Tout à fait. On a le droit de lire sa plaidoirie. Tout à fait. C'est pas comme dans les films, un art oratoire où la personne avec la plus grande éloquence gagne. Ouais. Le juge, il va entendre le droit que vous nommez, il va entendre les faits que vous nommez, et là où la juge va rendre une décision, même si vous lisez de la manière la plus monotone possible. C'est pas une pièce de théâtre. Non, tout à fait. Puis ça nous amène un peu à bien organiser sa preuve. On a parlé de la plaidoirie, mais ça, ce serait la deuxième suggestion. L'idée d'avoir en main des documents classés où on sait où retrouver chaque élément de preuve. Ouais. Vous parlez d'une mise en demeure? Parfait. Petit post-it, mise en demeure. Petit onglet, mise en demeure. Monsieur, madame la juge, j'aimerais vous référer à l'onglet numéro 1, au post-it bleu rendu là, à une certaine étape. C'est mieux de numéroter, mais... Tout à fait. Bien, c'est bien de connaître aussi la façon que nous, on fonctionne dans notre tête. Là. Si on aime mieux les post-it, tant mieux, mais c'est juste que... Le juge n'aura pas les post-it à la même place. Non, exact. Puis, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs intervenants qui en ont parlé aussi sur le podcast, que c'est un peu un irritant à la cour là, quand on est désorganisé, on sait pas comment faire référence à nos preuves. Tu sais, comprenez votre preuve, soyez organisé. Ça va tellement en plus vous enlever du stress. Ça va tellement enlever de l'anxiété. C'est un moment anxiogène, OK? On se le cachera pas. C'est sûr que c'est un moment anxiogène. Pour les professionnels du droit, les juristes aussi, il y en a qui vous diraient que c'est très anxiogène. Exactement. Fait que si on est capable de s'enlever des couches d'anxiété, ça, pour moi, c'est une bonne étape là, pour essayer de minimiser le plus possible le stress durant cette journée-là. Parce que vous pouvez savoir, l'élément est à page 50. Ouais. Mais il n'y a rien de plus stressant que de farfouiller dans son dossier, chercher la page. Au-delà de l'irritant, ça va vous stresser, Tout à fait. Ça va vous décontenancer. Ben oui. Puis vous allez être moins dans un état d'esprit pour expliquer froidement votre histoire, plaider avec certitude ce que vous croyez, ce que vous avez vécu. Tout à fait. Donc, post-it, meilleur allié, onglet, numérotation des pièces, identifier les témoins, savoir l'ordre dans lequel ils vont venir. Donc, j'aimerais que telle personne vienne en premier, telle autre personne, parce qu'elle dit quelque chose qui va avoir un lien avec l'autre personne. Réfléchir à cet ordre-là. Puis justement, quand on parle d'ordre, c'est aussi de comprendre, OK,
ma preuve va être dans cet ordre-là, mais c'est parce qu'il y a une raison derrière ça. Tu sais, qu'est-ce que ça vient prouver, cette photo-là? Qu'est-ce que ce témoin-là, il va venir parler, il va venir s'exprimer à la cour? C'est quoi que j'essaie de prouver en faisant venir ce témoin-là? C'est pas juste j'amène le plus de choses possible, puis il y a peut-être le juge va peut-être comprendre par lui-même qu'est-ce que j'essaie de démontrer. Non, il faut qu'on essaie nous-mêmes, dans un exercice de réflexion, chaque élément de preuve, qu'est-ce que ça vient amener à mon argumentaire, à ce que j'essaie de démontrer. Donc, nécessairement, toute cette préparation-là, il faut la faire en amont. Il faut la faire plusieurs semaines, idéalement. Oui. Avant le jour de l'audience. Vous allez le savoir le jour de votre audience. On vous a expliqué comment le savoir dans l'épisode spécifique lié à votre domaine de droit. Vous allez recevoir un document qui vous donne l'adresse exacte, l'heure. Prévoyez vos déplacements. Ça, ce serait ma suggestion numéro 3. Mon Dieu, oui. Oui, puis aussi, je pense que c'est l'intervenant en droit du logement, Maître Searle, qui en a parlé, qu'en tribunal administratif du logement, des fois, il y a des adresses qui peuvent ne pas être pareilles d'une place à l'autre. Puis ce serait dommage de vous déplacer à un endroit où c'est pas là que votre audience va se tenir. Donc ça, c'est important de connaître vraiment la bonne adresse. Dans l'application Google, Google Maps, vous pouvez faire des tests aux heures à laquelle vous partez le matin. Ça a l'air niaiseux, ça a l'air trop simple, mais croyez-moi, c'est vraiment important. On le sait à Montréal, les déplacements, ça peut être compliqué. Puis arriver en retard à la cour, c'est vraiment pas recommandé. Vraiment, vraiment pas. Vous avez un procès, une opportunité de parler à un ou une juge. Ce serait tannant d'arriver en retard puis d'être stressé à cause de ça, de commencer tout le processus devant le ou la juge en étant anxieux parce qu'on s'est tellement pressé. Puis, une des suggestions qu'on a données dans les épisodes, c'est d'aller voir à quoi ça ressemble le palais de justice, à quoi ça ressemble une salle d'audience, à quoi m'attendre. Évidemment, il y a certains dossiers qui impliquent des huis clos. Ceux et celles qui ont écouté les podcasts à qui ça s'applique se reconnaîtront, mais c'est toujours possible. Les audiences sont publiques. D'aller voir des audiences civiles en matière civile. Donc, c'est peut-être un bon moment de planifier son déplacement, de dire, bon, mais mon audience, elle est le matin à telle heure. Je vais essayer de me rendre un jour que je suis disponible pour aller voir le tribunal puis voir combien de temps ça me prend. Est-ce qu'il y a du stationnement, etc. Exact. Ce qui nous amène donc au tribunal, à la cour, le jour où on est dans la salle d'audience. Il y a des règles à la cour, des règles d'étiquette ou des règles de bienséance, disons. Et on va vous en parler un peu. Évidemment, ça commence, en fait, chez vous par le code vestimentaire. Alors, nous, on vous suggère de porter des vêtements qui sont sobres, qui sont propres. On n'a pas le droit, dans une salle d'audience, à des chapeaux. On n'a pas le droit à des sandales. Et pas le droit à certains vêtements courts, comme des petites shorts, des culottes courtes aussi. Donc, il y a des règles à se renseigner sur les vêtements qui sont acceptables devant la cour. Évidemment, pas besoin d'être habillé pour le bal. C'est une salle d'audience. Vous pouvez porter des vêtements, un pantalon propre, un chandail propre, et c'est suffisant. Je pense que le mot-clé ici, c'est vraiment sobriété. C'est pas... des vêtements qui excusez-moi pour le terme, mais qui ne clashent pas. Là. C'est très neutre. On ne veut pas trop attirer l'attention. Là. C'est ça le mot d'ordre à la cour, je dirais, la sobriété. Fait au-delà de ces règles-là qui sont liées aux vêtements, il y a aussi les règles au niveau de ce qu'on peut emmener dans la salle de cour. Il y a des choses qu'on ne peut pas emmener. Il y a des choses qu'on ne peut pas utiliser dans la salle de cours, comme un téléphone cellulaire. Fermez vos téléphones. Fermez vos téléphones. Je sais, on est tous un peu addicted à nos téléphones cellulaires, mais vraiment, c'est des moments par respect, non seulement pour les autres personnes dans la salle, par respect aussi pour le juge, puis s'il y a un greffier dans la salle, toutes les personnes qui travaillent aussi au tribunal, c'est vraiment une marque de respect. Donc, fermez vos téléphones. Puis aussi,
c'est aussi une marque de courtoisie envers les gens qui sont en train de régler leur dossier parce qu'eux, ils sont prêts. Eux, ils ressentent peut-être de l'anxiété aussi. Ouais. Et d'entendre un téléphone qui sonne peut les décontenancer, les sortir de leur situation. Moi, personnellement, ou encore vous pouvez vous imaginer être vous-même prêt à plaider, être en train de témoigner ou de faire entendre un témoin, être dans votre flow, si je peux me permettre l'expression anglaise. Oui. Puis qu'un téléphone vienne vous décontenancer. Donc, le mode discret, le mode vibration, fermez-le, tout simplement. Tout à fait. Et même si c'est votre dossier qu'on entend, vous n'avez pas le droit d'enregistrer, vous n'avez pas le droit de prendre de photos. Donc, l'usage du téléphone, au final, ça ne devrait pas être dans votre main pendant que vous êtes en train de... Vraiment pas. Quand vous entrez dans la salle d'audience, il peut être loin, il peut être fermé. Pas un outil nécessaire, là, non. dans même une si salle d'audience. Vous l'oubliez à la maison, moi, je ne ferais pas demi-tour pour arriver en retard. Vraiment pas. Sauf pour utiliser l'application Google Maps que j'ai dit tantôt. Ça pourrait être problématique. Puis tu le dis, évidemment, on l'a mentionné aussi dans les épisodes, vous ne serez pas seul dans la salle d'audience. Ouais. Il y a d'autres dossiers souvent qui sont entendus. Il y a certains dossiers spécifiques où vous allez être seul, notamment en matière, par exemple, de jeunesse ou de famille, où il y a des huis clos, comme on l'a mentionné. Mais vous ne serez pas seul. Il va y avoir d'autres dossiers qui vont être entendus. Ce ne sera pas nécessairement vous qui passerez en premier. Donc, asseyez-vous à l'arrière. Prenez votre temps. Vous pouvez écouter. Vous pouvez voir comment ça se passe. Ça peut vous donner une idée. Si c'est vous qui brisez la glace ce matin-là, ben là, on rentre dans l'idée de la preuve, montrer la preuve, on va en parler un peu plus. Mais sinon, si c'est pas vous, restez silencieux. Silencieux, discret. Oui, ça fait le même lien qu'on a fait avec le cellulaire. Là. C'est une question de ne pas déranger les gens. C'est vraiment, tu sais, tout ce qui a rapport au respect, à la sobriété, c'est ce qui se rapporte à la cour. Dites-vous, est-ce que je peux être le plus respectueux possible? Faites tout en votre possible pour l'être. C'est vraiment ça. Donc, une autre règle qui se rattacherait peut-être à l'idée de respect, à l'idée de ne pas déranger le travail de la cour, c'est de ne pas manger dans la salle de cour. Non. Donc, vous n'avez pas le droit de vous apporter un lunch. Il va y avoir une période de dîner. Si jamais vous n'êtes pas entendu dans l'heure, par exemple, le matin, il y a une période de dîner. Les juges, les avocats, le monde qui sont avec vous, autour de vous, sont tous humains. Il n'y a personne qui est robotique. Donc, tout le monde doit manger de toute façon. Ouais. Vous avez le droit de l'eau. Il y a de toute façon des verres d'eau, normalement, dans les salles. Ouais. Peut-être à quelques exceptions que je ne connais pas, mais normalement, il y a des verres d'eau. Je pense qu'il y a des verres d'eau, oui. Sinon, évidemment, là, on parle en présentiel, mais si vous êtes en ligne, les règles du code vestimentaire s'appliquent aussi à vous. Tout à fait. La même chose, le silence, ne pas manger lorsque votre caméra est ouverte. En fait, on vous invite à fermer votre micro, fermer votre caméra, juste à temps que votre dossier soit appelé. Oui. Fermez votre cellulaire aussi, parce qu'on va l'entendre lorsque ce sera votre tour si le cellulaire sonne. C'est un peu la même idée. Donc, on rentre dans la salle virtuelle, on est admis et on ferme. Avant d'être admis, on ferme la caméra, on ferme le micro. Tout à fait. Puis on s'assure qu'il reste fermé. Oui, ça, c'est important. Est-ce que on s'adresse en disant « votre honorable » ou votre majesté? Ah, ça, votre majesté. Ça, bon, on écoute tous des séries américaines. Oui. Et dans les séries américaines, puis même, je pense, dans les séries canadiennes, on dit souvent, on entend souvent votre honneur, votre majesté, votre majesté, on l'entend moins. Votre seigneurie, je pense. Mais ça, c'est un ancien... C'est un ancien terme qui était utilisé. Mais au Québec, c'est très simple. Ça va être Monsieur le juge ou Madame la juge. Et quand vous vous adressez à un avocat, c'est maître. Les avocats, c'est ça leur titre. Donc, vous allez pouvoir l'accompagner du nom de famille de l'avocat si vous connaissez son nom. Mais pas besoin d'entrer dans des formulations pompeuses là, quand vous vous adressez au juge. Mais c'est important quand même, Monsieur le juge, Madame la juge. Puis, on en a un peu parlé tantôt, mais on ne peut pas s'adresser de façon cavalière aussi au juge. Là. On s'adresse au juge quand le juge nous l'accorde. Puis, je pense qu'on va en parler un peu plus loin tantôt. Il y a des ordres de parole aussi durant l'audience, mais on ne peut pas simplement s'adresser au juge parce que ça nous tente, puis c'est le moment, puis « Hey, écoutez-moi ». C'est pas comme ça que ça marche. Puis le respect va aller dans les deux sens. Presque, on se vouvoie à la cour. Tout à fait. Évidemment,
Le mot d'ordre, c'est le respect. Ouais. Le respect sous toutes ses formes, le respect du bruit, au niveau de l'accoutrement, au niveau de comment on s'adresse au juge ou à la juge et aux avocats de l'autre partie, mais aussi aux témoins. Quand on s'adresse aux témoins, quand on fait un interrogatoire, un contre-interrogatoire, on vous voit, on reste calme, on ne lève pas le ton, on n'essaye pas d'une manière cavalière, si je peux reprendre le terme, de coincer l'autre ou de visser la vis pour essayer de... On peut avoir un contre-interrogatoire où on pose des questions difficiles, mais ça reste qu'il faut rester respectueux avec tout le monde qui est impliqué dans le processus pour régler le litige. Même si émotionnellement, on le sait, ça peut être lourd, ça peut venir toucher beaucoup ça peut venir toucher des cordes sensibles, mais faut rester respectueux, faut tenter de s'exprimer avec... c'est ça, être capable de se gérer, comme on dit. Puis je pense que ça pourrait être pertinent, Camille, de parler de l'ordre de savoir parole. quand parler. Exact, parce que là, on semble dire aux auditeurs de jamais parler. Non. Le plus simple, c'est le silence. Ce n'est pas le cas, on vous rassure, vous allez c'est pouvoir... le moment de parler. Exact, il y a des moments où on veut vous entendre, c'est important de vous entendre. Donc, normalement, durant une audience... Bon, premièrement... Quand un juge, ça aussi, je pense qu'on ne l'a pas dit, quand un juge rentre dans la salle, tout le monde se lève. C'est la façon de faire à la cour. Donc, il faut se lever quand le juge... Ils vont le mentionner. De toute façon, veuillez vous lever. Exact. Donc, tout le monde se lève. Ensuite, ils vont nous permettre de nous rasseoir. On se rassoit. Là, ça va débuter. Comment ça se déroule, l'audience? C'est que c'est toujours le demandeur qui va débuter son temps de parole, je mets en guillemets. Et quand je dis temps de parole, c'est sa présentation de preuves. Donc, c'est le demandeur. Quand on dit le demandeur, c'est la personne qui a entamé les procédures. Okay? C'est la personne qui a déposé en premier la demande introductive d'instance. Donc, c'est le demandeur qui va parler en premier et qui va nous démontrer avec sa preuve sa version des faits et qui va tenter de convaincre le juge. Donc, on va avoir les pièces, les documents, les photos, les témoins. C'est à ce moment-là que vous allez faire venir vos témoins et que vous allez questionner vos témoins. On ne peut pas poser n'importe quelle question aux témoins. Hein? Il faut s'informer. Il y a des règles de preuve. Il y a des règles de preuve, mais de façon très, très courte, brève. On ne peut pas poser des questions subjectives aux témoins. Donc, on ne peut pas suggérer des réponses aux témoins. C'est des questions ouvertes où on permet aux témoins de s'exprimer et de nous raconter ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. C'est vraiment ça qu'un témoin peut faire. Ça, c'est le témoin. Phase interrogatoire. Exact, tout à fait. Puis là, bon, ça va dépendre si c'est un témoin ordinaire ou expert. Là. Si vous faites venir un témoin expert, là, il y a différentes règles de preuve. Mais ça, on va vous inviter à aller écouter là, les épisodes qui se rapportent au domaine de droit spécifique qui vous touche. Donc, c'est ça. Donc, le demandeur va présenter sa preuve et ensuite... le défendeur va pouvoir contre-interroger vos témoins. Donc, il va venir un peu mettre en lumière là, les éléments plus faibles du témoignage. Puis c'est correct. Les contradictions, exact. Possiblement. Exact. Puis c'est normal. Ne vous offusquez pas là, si après ça, l'autre partie se lève pour aller poser des questions aussi à votre témoin. Ça fait partie de la procédure. Puis ensuite, bien, le défendeur va avoir la même chance que vous de présenter sa preuve, mais après vous. Donc, après vous, le défendeur va se lever, va présenter ses pièces, ses documents, ses photos, les témoins. Vous allez avoir, en tant que demandeur, là, je prends pour acquis demandeur-défendeur, mais le demandeur va avoir l'opportunité de contre-interroger aussi les témoins. Donc, c'est ça, c'est pour ça qu'on parle d'un temps de parole. C'est que le demandeur commence, ensuite, c'est le défendeur. Puis une fois que tout ça est terminé, là, il va y avoir les plaidoiries qu'on a parlé tantôt. Ça va être la plaidoirie du demandeur en premier et ensuite la plaidoirie du défendeur. On ne peut pas interrompre une plaidoirie. C'est la fin. C'est 2 minutes avant le coup de sifflet final du match. On essaye de... Là, je dis 2 minutes, mais c'est plus long, là, une plaidoirie. Mais vous comprenez, on est dans le temps supplémentaire. Temps supplémentaire du match. On essaie de convaincre. Puis ça ressemble un peu à ça, le temps de parole. Puis, une suggestion que j'aurais, c'est d'apporter un bloc-notes et un crayon avec la possibilité d'écrire ce qu'on aurait voulu dire. Ouais. Fait que, par exemple, dans un témoignage, si un témoin dit quelque chose, puis on n'est pas d'accord, on ne nomme pas « Non, c'est pas vrai, tu m'as pas dit ça »,
On peut noter une question qui pourrait faire ressortir la contradiction qu'on a, on a vue ou qu'on a l'impression qu'il y a eu. Ouais. Ou encore, si on ne pense pas qu'on va obtenir une réponse satisfaisante du témoin, on peut attendre en plaidoirie et expliquer. Ce témoin a dit ça, monsieur, madame la juge, mais je vous ai présenté telle preuve. Je pense que c'est plus... puis là, vous vous référez à votre fardeau de preuves applicable, mais je pense que vous devriez trancher comme moi, je le pense, étant donné que je vous ai présenté telle preuve, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit, le droit ne s'applique pas de telle manière, etc. Exact. Donc, c'est intéressant d'avoir un calepin, un crayon, noter des informations, noter tout ce que vous auriez aimé dire sur le coup, mais attendez votre tour de parole pour le dire. C'est une très bonne suggestion. Donc, si on reprend... On entre dans la salle d'audience. On sera vraisemblablement dans plusieurs dossiers, pas seul, mais ça dépend. Donc, il y a plusieurs dossiers qui vont être entendus. Si on ne commence pas, on s'assoit à l'arrière et on attend. On se lève quand le juge rentre, on s'assoit. On n'est pas prisonnier de la salle non plus. Si on a besoin d'aller aux toilettes, on peut y aller discrètement, silencieusement. Évidemment, essayez de revenir à temps si on nomme votre dossier puis que vous n'êtes pas là. C'est plus tannant. Mais lorsque votre dossier est appelé, vous avancez et c'est là que se passe le moment où vous êtes entendu par le tribunal. Donc, vous faites votre preuve ou vous attendez que le demandeur la fasse. Le défendeur fait sa preuve ou vous la faites si vous êtes le défendeur. Et ensuite, plaidoirie telle que vous l'avez pratiquée préalablement. Oui, pratiquer et préparer. Exact. Donc, vous êtes fin et prêt. Le juge ou la juge vous a entendu. Il va possiblement y avoir peut-être jugement sur le banc ou il va y avoir un délibéré. Donc, il va y avoir une période de réflexion et vous allez recevoir le jugement par la suite, un autre jour. Donc, vous pouvez rentrer chez vous décompressé. Vous avez été entendu. Le jour est passé. Vous avez réussi. Vous avez agi seul en cours. Peu importe le dénouement de l'histoire, vous avez agi seul en cours. Et je pense qu'on a fait sensiblement le tour des règles de bienséance. Je pense aussi. On en a dit beaucoup, mais c'est quand même des éléments importants à garder en tête là, avant de se rendre à la cour qui sont très, très importants. Donc, cet épisode-là, ça se voulait un bref rappel de ce qui va se passer le jour de l'audience. Ça se voulait des suggestions pour vous rassurer, pour que vous vous sentiez en contrôle de votre preuve, de la situation et que vous sachiez ce qui va venir étape par étape grossièrement. Ça vous donne une idée de ce à quoi vous attendre le jour J. Peut-être que ça va vous donner une peut-être meilleure nuit de sommeil. On l'espère. La veille, on l'espère. On l'espère. Puis Camille, si je peux juste ajouter quelque chose, encore une fois, si les gens... j'invite les gens à aller se référer vraiment aux épisodes, là, d'aller voir les ressources si jamais là, ils ont entendu des choses durant cet épisode ils sont comme me semble j'avais pas entendu vraiment cet élément-là. Allez réécouter les épisodes, allez voir les ressources qu'on a insérées sur notre site web hochelegal.ca. Je veux aussi rappeler qu'on a nos services de clinique juridique pour de la consultation gratuite. C'est de l'information juridique. Ça peut être pertinent aussi là, pour tenter de bien se situer. Restez à l'affût sur nos réseaux sociaux @hochelegal sur Instagram, Facebook et encore une fois notre site web. Mais on abandonne, c'est la fin du podcast, mais on vous les services continuent. Exact, on vous abandonne pas. Restez à l'affût de ce que nous on vous offre comme service, puis n'hésitez jamais à nous contacter via les réseaux sociaux puis notre site internet. Merci, Sam. C'est ce qui conclut ce dernier épisode d'Ensemble à la Cour, un balado d'Hoche Légal qui est né d'une envie d'accès à la justice, un projet qui m'est cher. Je remercie Sam, je remercie Hoche Légal, mais je remercie surtout les auditeurs, auditrices qui nous ont écoutés et qui, je l'espère, se sentent un peu plus accompagnés lorsqu'ils agissent seuls à la Cour.